Tous les mercredis et vendredis, entre 19h et 20h, avec Soraya Amrani et Charlotte Maréchal, Bruxelles revit. Bonsoir à tous, bienvenue dans Bruxelles Revit, troisième émission de cette nouvelle émission sur BX1+. Merci de nous rejoindre. Bonjour Soraya. Bonjour Charlotte, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Effectivement, après Saint-Gilles, après le cœur de Bruxelles, nous sommes ce soir du côté d'Ixelles, dans le quartier Matongué. Vous reconnaissez peut-être le lieu dans lequel on se trouve ce soir, qui est un lieu de bonne chère, mais aussi un lieu de culture. Nous sommes à l'Horloge du Sud ce soir, et comme tous les soirs, en tout cas les soirs où nous sommes en vadrouille un petit peu à Bruxelles, on va essayer de prendre le pouls et la température de cette sortie de confinement dans cette bonne vieille capitale qui est la nôtre. Et puis on va parler du quartier qui nous accueille. On est juste à côté de la chaussée de Wavre. On ira à la rencontre des commerçants de cette chaussée. Et puis on vous promet de la musique live en fin d'émission et des cadeaux, puisqu'on a des cadeaux à vous faire remporter à chaque émission. Aujourd'hui, des entrées pour Mini Europe, mais aussi de l'apéro entre copains. On en parle dans quelques instants. Et on va démarrer cette émission comme de coutume avec ce qu'on appelle notre ambassadeur de quartier. Vous le savez désormais, nous profitons de chacune de ces émissions pour essayer d'en savoir un petit peu plus sur l'histoire des différents quartiers de Bruxelles. Et on a des choses à dire sur le quartier dans lequel on se trouve ici ce soir, le quartier Matongué, je le rappelle, pour ceux qui viendraient de nous rejoindre. Et pour nous éclairer ce soir, on accueille Christophe Loire. Bonsoir Christophe. Bonsoir Soraya. Alors vous êtes professeur, professeur d'histoire entre autres à l'ULB. Vous vous êtes beaucoup attaché à raconter la commune d'Ixelles. Un livre est prévu en tout cas pour le mois de septembre. Vous vous êtes beaucoup plus intéressé à ce sujet-là au néoclassique ixellois. On y reviendra peut-être un peu plus tard. J'aimerais qu'on revienne sur ce quartier jonction que constitue en fait le quartier dans lequel on se trouve, jonction entre le Palais Royal qui mène jusqu'au cimetière d'Ixelles avec cette rue du Trône sur laquelle on se trouve, mais aussi jonction avec le quartier européen. C'est véritablement un quartier jonction ici ? Oui, c'est vraiment un carrefour. On est au lieu où les quartiers dialoguent et où un axe majeur est constitué au 19e. Donc on est à l'angle de la chaussée de Wavre. Et donc c'est comme souvent avec les chaussées un reste, une trace de la période avant la grande urbanisation du 19e siècle, même si le tracé était en partie revu. Donc on peut imaginer ici à quelques mètres encore les traces du chemin sinueux avant le 19e. Et le grand tracé, un axe radial de plus de 3 km qui commence à la place du Trône, qui se poursuit ici avec la rue du Trône. On voit bien évidemment la liaison, place du Trône, rue du Trône, qui se prolonge avec l'avenue de la Couronne et qui va jusqu'au cimetière d'Ixelles et qui témoigne en fait de toute l'urbanisation du 19e, puisque l'amorce, c'est dans le sillage du quartier Léopold, vers 1838, et que vers 1900, on est aux environs du cimetière d'Ixelles. Donc c'est vraiment un beau résumé de cette période clé pour l'ensemble des communes de la première couronne. On passe vraiment de campagnes peu urbanisées à des bouts de ville qui se sont étendus. Pour donner un ordre de grandeur, vers 1806, on a environ 2000 habitants ici sur Ixelles, et à la fin du 19e, début 20e, quand l'axe est terminé, on est à 70 000 habitants, donc presque le nombre actuel. Alors Ixelles, c'est une commune très commerçante, ça a toujours été le cas ? Il y a toujours eu certaines activités de cabaret, même quand c'était les campagnes. Il était assez courant de venir dans les cabarets, de se promener aussi. Ils étaient où ces cabarets ? Alors ces cabarets se trouvaient le long des chaussées, très logiquement, chaussée de Wavre, chaussée d'Ixelles. Il n'était pas rare aussi le dimanche d'aller se promener jusqu'aux étangs d'Ixelles et toute cette vallée du Malbec qui structurait fortement l'ensemble de cette région de Bruxelles et qu'on peut toujours ressentir quand vous allez sur cet axe-ci, un superbe endroit où on ne s'arrête pas assez, le viaduc Grès-Couronne, qui est au milieu, donc sur l'avenue de la Couronne, qui est un splendide exemple. Qu'est-ce qu'il a de splendide, ce viaduc ? Parce qu'a priori, c'est vrai, c'est pas très excitant, un viaduc. Alors, le viaduc est intéressant en soi, c'est une œuvre d'ingénierie, un patrimoine d'ingénieurs qui est d'ailleurs classé patrimoine en région bruxelloise. Pour pouvoir l'apprécier, il faut avoir le courage de descendre, il y a un escalier, vous descendez, vous sentez bien les 20 mètres de dénivelé, et la beauté de cet ouvrage d'art qui est conçu au 19e. Et le deuxième grand avantage, c'est qu'on peut regarder depuis le viaduc les traces encore de cette vallée du Malbec qui structurait l'ensemble venant depuis les étangs d'Ixelles, qui se prolongeait jusqu'au quartier des Squares et au-delà même jusqu'au quartier du Cinquantenaire. Alors qui dit Ixelles et qui dit chaussée de Wavre dit quartier Matongué, un quartier africain au sens large du terme, j'ai envie de dire, Afrique avec un
un grand A, puisqu'avec des origines diverses de tout le continent africain. On sait pourquoi c'est ce quartier-ci qui a accueilli plus largement une communauté africaine ? Oui, donc on est un peu aux limites du quartier Matongé, au sens un peu strict du terme, et encore, parce qu'un quartier, c'est mouvant, il n'a pas de limite stricte, mais c'est vraiment le triangle entre la chaussée de Wavre, la chaussée d'Ixelles, la rue de la Paix, et progressivement, les commerces, les habitants, les différentes activités africaines s'étendent jusqu'à la rue du Trône. Alors, je ne pense pas qu'il y ait encore beaucoup de traversées de la rue du Trône, donc ça reste une frontière. Et ce mouvement est déjà bien ancien, puisqu'il s'amorce fin des années 1950 et va vraiment prendre son ampleur dans les années 1960 et ne s'est pas arrêté jusqu'ici et continue à croître. Alors pourquoi ? C'est parce que dans ce quartier, il y avait certaines institutions ou résidences universitaires liées au Congo, déjà Congo belge dans les années 50, et puis après l'indépendance, toujours ce lieu où beaucoup de Congolais sont venus s'installer. Mais comme vous le disiez, c'est un quartier africain pluriel et beaucoup d'Africains, pas seulement des Congolais, vont venir s'installer. Alors, la maison dans laquelle on se trouve, elle a aussi un cachet particulier pour vous au niveau architectural. C'est un vestige. Oui, c'est un vestige. Alors peut-être pas de l'extérieur pour sa qualité architecturale, quoique, mais on est dans un immeuble de 1954. C'est assez intéressant parce que c'est un mouvement d'ampleur qui va modifier la région dans les années 50. C'est le moment où le quartier Matongé est en train de se constituer, mais on a vraiment les prémices. C'est le moment où, à quelques centaines de mètres d'ici, les institutions européennes en 1958 vont venir s'implanter. Et c'est le moment aussi du début de ce qu'on va appeler la bruxellisation, c'est-à-dire la démolition de quand même pas mal de patrimoine en région bruxelloise pour l'implantation de bureaux, mais aussi un mouvement de modernisme dans l'architecture qui détruit justement cette ville néoclassique dont on parlait tout à l'heure. Et ici, d'ailleurs, cet immeuble d'angle reprend un pan coupé néoclassique des années 1830, mais vous avez un immeuble moderniste à appartements avec un rez-de-chaussée commercial. Donc. Et c'est ici qu'on se trouve, ici en l'occurrence, à rue du Trône, à l'horloge du Sud. On le regarde avec des yeux presque différents, maintenant que vous nous avez raconté un petit peu l'histoire de ce bâtiment. Merci infiniment, Christophe Loire. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire à l'ULB. On va se retrouver bientôt, ce sera en septembre, puisque en septembre sortira votre prochain ouvrage. Un petit mot quand même sur ce livre à paraître. Oui, donc c'est un ouvrage sur le patrimoine néoclassique à Ixelles, structuré avec différentes promenades, différents paysages néoclassiques ferroviaires, le paysage ici de la rue du Trône, l'avenue de la Couronne, et qui sera en lien pour la sortie avec un événement au mois d'octobre, du 10 au 18 octobre, sera lancée la Biennale néoclassique en région bruxelloise, qui permettra d'avoir accès à de nombreux bâtiments dans la région bruxelloise de ce long 19e siècle. On se retrouvera pour l'occasion. Merci infiniment, Christophe Loire. Et on poursuit cette balade à Ixelles avec Charlotte Maréchal qui va partir à la rencontre de quelques personnes ici dans les alentours. Je reste bien près de vous et j'emmène Charles, en fait, qui est notre caméraman pendant l'émission. Je vais faire en sorte qu'il arrive à sortir du restaurant parce qu'on voulait vous parler de ce quartier. On est dans le quartier du Rideau. Il y a une association des commerçants qui est née il y a un peu moins d'un an et j'avais envie de vous faire découvrir certains de ces commerçants. Alors, vous savez quoi ? Je vous emmène... évidemment, le feu est rouge. Ça, c'était bien évident. Alors, on va se mettre ici et je vais vous parler du quartier. Alors, on va rencontrer Danielle Devicher qui est la gérante de Nénuphar et Vivien Blot. Alors, c'est dommage, c'est juste là, les commerçants sont juste là. On va traverser, hop, j'emmène Charles avec moi. Je vous retrouve ici. Bonjour à tous les deux. Alors, je vous ai déjà présenté. Nous avons donc Vivien Blot qui est avec nous et Danielle Devicher. Alors, vous êtes tous les deux vraiment du quartier. On ne pouvait pas faire plus du quartier puisque vous êtes juste à côté. Alors, c'est le Nénuphar tout au bout de la rue. Ici, le Titulus, je le savais, ça je le savais. Le Titulus qui est un caviste bar à vin qui est juste ici à 100 mètres. Bonjour à tous les deux. Alors, si vous pouviez nous décrire votre quartier, comment est-ce qu'il est ce quartier du Rideau ? Alors, le quartier du Rideau, pour l'instant, malheureusement, est très anonyme. Du fait de tous les chantiers immobiliers, des chantiers de voirie, toutes les transformations de sens interdit, sens unique, etc. On n'en plus sorti. Donc, en fin de compte, nous, ce qu'on aimerait, c'est que justement, on puisse redynamiser tout ça et redonner une nouvelle
une nouvelle vie, une nouvelle jeunesse à notre quartier, qui est doucement en construction, puisque en fait, c'est depuis le mois de mai l'année dernière, on s'est réunis à l'initiative d'Aurélia, qui tient le Calamity Store, juste en face du Titulus. À son initiative, nous avons créé une ASBL qui s'appelle le quartier du Rideau. Et donc, à nous 7, nous sommes piliers, nous cherchons d'autres membres très activement et le projet est en route. On va végétaliser et faire une fête de quartier pour tout ça. Voilà. Vous êtes tous les deux bien installés parce que le bar à vin caviste, il est installé déjà depuis 9 ans, si je ne me trompe pas. Alors Nénuphar, il est là depuis encore plus longtemps. On a pu voir le quartier se modifier. Et c'est vrai qu'en fait, cette association de commerçants, elle est toute jeune. Vous l'avez mise en place début 2019 ou mi-2019. Ça va faire 1 an, début septembre. Alors, il y a beaucoup de solidarité qui s'est mise en place, surtout pendant cette crise. Un peu de positif dans ce négatif. C'est une solidarité qui s'est vue comment, Fabien ? Vivien. Pas de souci. Voilà, ça c'est le genre de truc qui m'arrive. Non, c'est une solidarité. Je suis désolée. Déjà, beaucoup de discussions entre nous, se tenir au courant. Et puis, quand on vit le confinement, et ben, du coup, ça permet aussi de garder une vie de quartier ensemble. On a échangé à travers les réseaux sociaux, les WhatsApp et autres, pour s'envoyer des choses sérieuses et des choses pour rigoler, se détendre, ce qui faisait du bien aussi. Oui, et puis, discussion en commun pour savoir comment on voit les choses pour après, pour la réouverture, pour que chacun puisse se remettre sur pied, redémarrer, pour que les gens fidèles qui, d'ailleurs, je remercie, reviennent tranquillement, puissent revenir avec plaisir, avec sourire. Et donc, c'est surtout ce côté solidaire ensemble, puis réfléchir à des idées communes, pourquoi pas pour la suite, notamment pour l'Oreca. On se dit, tiens, est-ce qu'on pourrait pas essayer de bloquer la rue pour faire une grande terrasse, pour respecter les distances avec des conditions qui sont des fois très strictes pour nous. Donc, la solidarité, elle s'exprime surtout déjà par l'écoute, le partage et les possibilités qu'on peut trouver ensemble. Alors Titulus, c'est un bar à vin, donc un lieu de rencontre à la base. Malheureusement, il n'ouvre pas encore. C'est-à-dire qu'on a d'abord mis en avant ce côté caviste qui a pu reprendre du travail. Ici, le bar à vin, c'est un peu comme l'horloge du Sud. On attend avant de mettre en place toutes les mesures, de pouvoir répondre à ces mesures aussi. C'est compliqué de faire presque la moitié de son activité, si je peux dire. Mais on fait le calcul assez rapidement. En plus, nous, comme on le voit, on n'a pas une terrasse énorme. Et pour respecter les règles, on n'aurait pas de terrasse du tout. Donc, c'est effectivement, pour le moment, on laisse le bar fermé, mais on garde justement cette activité de caviste qui permet à nos clients de venir, qui sont super gentils, compréhensifs, qui viennent nous soutenir en achetant du vin, déjà, tous. Et même les amis du quartier et les commerçants du quartier viennent nous soutenir. Et puis le bar à vin, on verra justement si la commune peut mettre en place des choses, justement cette terrasse, ce blocage de rue, de manière à ce qu'on puisse travailler en essayant de trouver l'ambiance qu'on veut retrouver dans un bar aussi. C'est vrai qu'un bar avec 12 personnes et un comptoir vide, c'est un peu triste. Et du coup, ce qui serait sympa, c'est que si on peut avoir ces terrasses et pouvoir ouvrir en gardant cette ambiance justement conviviale, de nombre, le plaisir de boire un verre ensemble, ce serait vraiment extraordinaire. Je me retourne vers Daniel, donc on va peut-être parler de Nénuphar. On ne le voit pas d'ici, mais presque. Vous êtes quand même juste au bout de cette rue ici. Alors, c'est un atelier, c'est un magasin, c'est-à-dire que vous faites un peu des deux. Donc c'est un magasin rempli de perles. Alors il y a du verre, il y a du cristal, il y a des pierres semi-précieuses, du métal, de l'argent semi-précieux. Et chacun crée selon ses envies. S'il ne sait pas créer, je donne des cours, on donne un petit coup de main technique ou artistique. Il y a aussi moyen de faire des réparations, on crée sur mesure pour des occasions telles des mariages ou une simple soirée au bar, chez Vivien par exemple. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà. Vous avez vu ce quartier vraiment évoluer. Comment est-ce que vous l'avez senti, cette évolution? Est-ce qu'il y a eu des hauts, des bas, je suppose? Comment est-ce que vous sentez cette nouvelle solidarité qui vient juste de se nouer? Oui, je crois qu'à l'initiative d'Aurélia, il était temps que quelqu'un se dise, bon, on essaye de faire quelque chose tous ensemble, on se fédère, parce qu'ici, ça ne va plus. En fait, il y a énormément de commerces qui sont vides. Maintenant, les gens sont partis, les établissements de Meldre ferment, ça a été revendu. Il y avait un jeune magasin de vélo qui vient de nous quitter de nouveau aussi. Ce sont les aléas du direct, ça n'est pas grave. Mais disons, il y a un certain renouveau, puisque 2 magasins vont s'ouvrir prochainement, l'un de photographe et le deuxième à côté de chez toi, Aurélia, mais je ne sais plus quel était le propos. Bref, une nouvelle jeunesse pour faire venir de nouvelles personnes et
des chalands, des badauds qui vont passer. Ce serait quand même beaucoup plus chouette que ce qu'on a jusqu'à présent depuis 4-5 ans. Je pense qu'on va avoir une deuxième voiture ici qui va faire du bruit, voilà. Ah, comme vous pouvez le voir, là, ça vit. Ça, on peut ça vit, ça c'est sûr que ça vit. Alors, quand on parle de l'association des commerçants du quartier du Rideau, on parle de la rue du Trône jusque Chaussée de Wavre, donc ici. On parle du théâtre, le Rideau aussi, qui se trouve juste à côté. Ça veut dire que vous êtes combien de commerçants comme ça dans cette association ? Alors pour l'instant, on est 7, comme le On est disait 7, Dany. mais on a 2 nouveaux membres qui viennent de s'inscrire. Je crois que le 3e, le 4e arrive. Ça se fait doucement, mais c'est vrai que c'est important de le rappeler. Le Rideau, surtout maintenant, le Rideau, c'est un peu le cœur. Ils sont venus s'installer et on s'est rassemblés effectivement avec Aurélia et d'autres autour du Rideau pour faire vivre le quartier autour de ce théâtre qui nous fait du bien culturellement. Et donc le petit message, c'est aussi de dire qu'on pense fort à eux, le Rideau, et qu'il faut soutenir la culture aussi. Nous, on essaye d'ouvrir comme on peut. Eux, ils ne savent pas comment ça va se passer. Et c'est très important parce que ça crée une vie de quartier extrêmement intéressante, extrêmement riche, dont tout le monde bénéficie dans le quartier, tous les commerçants de l'association. Et c'est pour ça aussi qu'on a décidé de les mettre au milieu, c'est que c'était vraiment le cœur du projet. Et puis ça nous permet de nous identifier et de nous cibler. Et ça veut dire aussi que vous portez votre voix de manière commune, justement à la commune, c'est bien utilisé. Ça veut dire qu'on se laissait moins entendre quand on était tout seul avec des réclamations et qu'en allant chez ses voisins, on s'est dit, mais en fait on a les mêmes réclamations, il faudrait qu'on ait un peu plus de poids pour pouvoir faire changer les choses. C'était aussi une demande à la commune, en fait, que nous soyons plus associés dans la mesure où si chacun a la même démarche avec les mêmes propos, les mêmes soucis, automatiquement, ils doivent répondre 10, 15, 20 fois. Tandis que s'il y a une voix porteuse de 50 personnes, ce serait parfait. On aura eu toutes les voitures de police de Bruxelles, je pense. Donc, c'est déjà... voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous espérer, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, pour les prochaines années ici dans ce quartier du Rideau ? Quelles seraient vos premières envies là en tant qu'association ? De pouvoir refaire des événements communs, justement, faire une fête de quartier, mettre en avant tous les commerçants du quartier, réaccueillir, parce que c'est vrai, Dany le disait, réaccueillir des nouveaux commerçants. On a une rue qui est en pleine expansion, c'est une rue très vivante, qui a un mix hyper intéressant de gens et de culture. Et du coup, c'est vrai que le quartier a besoin de pouvoir, entre guillemets, se revivifier et accueillir d'autres commerçants. Oui, une ouverture vers d'autres secteurs, c'est clair. Et c'est boulangerie, boucherie, créer de la vie, pourquoi pas d'autres magasins de vêtements. On est ouvert vraiment à accueillir tout le monde. Absolument. Et puis on sent qu'il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de gens qui nous demandent aussi à droite à gauche s'il y a un fonds de commerce qui se libère, s'il y a possibilité de s'installer. Donc on sera très contents. Faites-le, n'hésitez pas. Merci beaucoup d'avoir été nous, Daniel Devicher, donc du magasin Nénuphar ici au bout de la rue, et puis surtout Vivien Blotte ici de Titulus. Voilà, j'aurais réussi avant la fin de cette émission. Titulus qui est donc un bar à vin caviste. Alors Charles, je vous emmène en espérant qu'on ne se fasse pas avoir ici par les voitures. C'est vert, donc on va en profiter. Alors c'est l'occasion pour moi de rappeler à nos auditeurs qu'il y a moyen de gagner des cadeaux pendant cette émission, à chaque émission, mais surtout à la fin de toutes les émissions. Alors aujourd'hui, c'est un peu spécial puisque vous l'avez entendu, on parlait de bar à vin, de caviste, ça donne envie d'apéro entre copains, et puisque maintenant on peut le faire, pourquoi pas vous les faire gagner. Vous avez l'occasion de gagner des packs d'une valeur de 50 € qui sont offerts par Vroomekes, et dedans vous allez trouver des crackers, des dips, des boissons, le tout livré à domicile s'il vous plaît. Pour ça, il va falloir reconnaître un son parmi le mix des sons de Bruxelles. Alors on a mélangé 8 sons de Bruxelles qui sont particuliers, mais vous allez voir, il y en a certains qui sont très faciles à reconnaître. On a déjà reconnu le Manneken-Pis, il va falloir tendre l'oreille puisqu'il faut trouver un nouveau son dans ce mix des sons de Bruxelles pour pouvoir remporter. On écoute. Le mix des sons de Bruxelles. Bruxelles revit.
Bon allez, je me sens d'humeur généreuse, alors pourquoi pas vous donner un indice. Si vous prenez les transports en commun à Bruxelles, vous devriez reconnaître l'un d'entre eux. Encore faut-il trouver le transport dont il s'agit. Alors si vous avez découvert l'un des sons qui se cache dans le mix des sons de Bruxelles, il suffit de nous envoyer votre réponse ainsi que vos coordonnées complètes à l'adresse lemixdessons@bx1.be, donc lemixdessons au pluriel @bx1.be. Tentez votre chance pour votre apéro entre copains. Soraya, je vous rejoins, le temps pour nous de faire une petite pause. BX1+. BX1+. Vous recherchez pour vos enfants une école familiale et à visage humain, où votre enfant pourra évoluer et se construire de la première à la 7e secondaire grâce à un large choix d'options et une école des devoirs. Une école offrant une communication en temps réel et les meilleurs outils pour faire de ses élèves les adultes de demain. Une école de proximité, facilement accessible et dans un cadre verdoyant. Une école proposant un choix de repas variés, cuisinés sur place. Une école avec des classes aux équipements numériques récents et confortables. Une école qui met au centre les valeurs de partage, de respect et de persévérance. L'Athénée Royal de Sippelberg est cette école. Envie d'un burger avec des ingrédients frais, préparés journalièrement? Chez H&Case, tu as la possibilité de composer ton burger du pain jusqu'au fromage, garniture et accompagnement, avec également des options véganes et sans gluten. Et c'est pas tout, H&Case se fait aussi office de coffee shop en proposant des desserts et différentes sortes de cafés de qualité. Train World, le musée du train au cœur de la gare de Schaerbeek, rouvre ses portes. Nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau en toute sécurité. Locomotive à vapeur, train à grande vitesse, embarqué pour une expérience unique. L'expo Paul Delvaux, l'homme qui aimait les trains, est prolongé. Venez plonger dans son univers poétique. Découvrez aujourd'hui le train d'hier et de demain. Info et tickets, trainworld.be. Depuis 27 ans, la résidence Cristallin, gérée par la famille Doyen, propose une maison de vie probablement unique en Belgique, où sécurité et qualité des soins se conjuguent avec gastronomie et confort de vie. Quel que soit votre état de dépendance, le cœur et la dignité humaine restent la préoccupation première d'une équipe dévouée à votre bien-être. Le virus apporte enfin de bonnes nouvelles. Tous masqués et bim, dans le tram c'est carnaval tous les jours. Avec le masque, tu souris avec les yeux, ça marche encore mieux. Bye bye les délicieux petits postillons du pote qui te parle de trop près. Pour vivre heureux, vivons masqués. The mask is the new black. Pas comme avant, mais la vie reprend. Gardons nos bons réflexes, portons nos masques. J'existe autrement. Une initiative de la région de Bruxelles-Capitale. Sur BX1+, Bruxelles revit avec Soraya Amrani et Charlotte Maréchal. 19h20, vous êtes toujours à l'écoute de Bruxelles Revit et ce soir nous sommes en direct jusqu'à 20h du quartier Matongué à Ixelles. Plus précisément, nous sommes ce soir à l'Horloge du Sud, un lieu emblématique du coin situé sur la rue du Trône. Et on vous le dit déjà depuis le début de cette émission, c'est un lieu de restauration, l'Horloge du Sud, une restauration métissée. Mais c'est aussi un lieu de culture grâce à des invités comme vous. Awa Sénessar, bonsoir. Bonsoir Soraya. Alors Awa, vous êtes comédienne de théâtre, comédienne de cinéma, une véritable star en fait. On vous doit quand même pas mal de beaux rôles au cinéma. Alors vous êtes aussi une passionnée de littérature, tellement passionnée que vous avez lancé il y a quelques années d'ici déjà, il y a 7 ans, un café littéraire, ici même à l'Horloge du Sud. Un mot quand même sur ce café littéraire ? Un café littéraire, un lieu de rencontre et de partage de la littérature, parce que la littérature est un rêve d'habiter, la littérature c'est une manière de partager, et donc on voulait partager la littérature africaine d'expression française. Oui. Alors la littérature, pour le coup, elle a beaucoup aidé pendant ce confinement. Oui, parce que puisqu'on n'avait plus ce lieu de rencontre où on alliait littérature et art culinaire, et comme disait Maryse Condé, entre la littérature et l'art culinaire, il y a une question de langue. Donc vraiment, on pensait que cette passerelle était intéressante, et puisqu'on l'avait plus, on s'est servi des réseaux sociaux pour beaucoup partager autour de la littérature africaine, surtout autour des femmes qui écrivent, parce que nous avons deux concepts. Un concept qui reçoit les femmes qui écrivent, Regard de femme, et un autre concept, Raconte-moi, où on revisite les fondamentaux de la littérature.
Oui, et donc vous avez partagé sur les réseaux sociaux des pensées, des fragments de texte pour réfléchir, pour remonter le moral même parfois? Tout à fait, tout à fait. Nous avons partagé des tranches de texte de Boubacar Boris Diop, de Ken Bougoul, de Yasmina Kadra, de la poésie aussi qui parle de la liberté. Parce que aussi le confinement peut être un moment de liberté, un moment où on voyage beaucoup dans l'esprit. Et donc nous avons voulu partager tout ça. Alors, vous poursuivez ce travail sur les réseaux sociaux, ce travail littéraire, mais pas uniquement, puisque vous avez lancé assez rapidement une initiative qui s'appelle Masque pour tous, qui est encore en cours. Un mot sur cette belle initiative? Oui, parce que quand le problème des masques s'est posé, on a réfléchi, on s'est dit, mais tiens, en Afrique, il y a quand même des tailleurs, dans chaque quartier, il y a des tailleurs, et on a fait une petite recherche, une petite réflexion autour de ça. Le pays dont je suis originaire, le Sénégal, il y a 300 000 tailleurs et on s'est dit si chaque tailleur faisait 100 masques, il y aurait 30 millions de masques. La population sénégalaise, c'est 15 millions. Mais on savait aussi que si on s'approprie ce projet avec les beaux tissus que nous avons au plan local, et il y avait déjà le tutoriel de Grenoble qui était déjà sorti. Donc, on a eu ce tutoriel qu'on a envoyé à nos relais en Afrique pour faire des masques. Et c'est très joli parce que ce sont à base de tissu local. Et puis d'autres gens se sont appropriés le projet et l'État même s'est approprié le projet. Donc ça marche bien. Qui s'est développé dans plusieurs pays en Afrique, qui continue de se développer au moment où on parle, jusqu'en Zambie, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure. Tout à fait, parce qu'on est plusieurs dans l'association, des femmes d'origine ivoirienne, gabonaise, congolaise. Et donc chaque femme l'a initié dans son pays. Et donc ça marche, voilà. Oui. Alors, on va revenir quand même sur ce café littéraire qui aujourd'hui est bouclé. Il est fermé. Le lieu est ouvert. Enfin, il sera ouvert précisément le 17 juin ici, l'Horloge du Sud. Mais pour autant, les rencontres, elles, sont encore à l'arrêt. Comment est-ce que vous appréhendez le retour à la normale pour ce café littéraire qui sera plutôt prévu à l'automne, pour le coup? Oui, on attend que les rassemblements soient permis. Et donc, nous, on va se retrouver dans quelques semaines pour réfléchir autour de cette reprise qui se fera chez nous au Café littéraire au mois de septembre. Certainement. Et donc, on est en train de réfléchir au contenu. Peut-être qu'on peut changer. On sera toujours dans le domaine de la littérature, mais on va un peu changer l'orientation des rencontres. Ouais. Est-ce que ce confinement, est-ce que cette période extraordinaire qu'on a tous vécue, elle vous a changé à Wassénessa? Oui, je pense que globalement, cette période nous a tous changé. Nous a ramené aussi vers une réflexion beaucoup plus verte sur notre humanité et nous dire que cette pandémie qui arrive et qui, d'un continent à l'autre, d'un être humain à l'autre, nous a tous touchés. Et c'est quelque chose de fondamental dans la réflexion humaine de se dire, en fait, ce qui nous relie, c'est cette humanité-là. Ouais. Et c'est une période bouillonnante en ce moment. Alors bien sûr, il y a cette pandémie, mais il y a aussi le décès de George Floyd aux États-Unis. Et là aussi, sur les réseaux sociaux, vous avez communiqué, vous avez partagé des textes. C'est une période forte émotionnellement en ce moment? Forte, fondamentale. Moi, je suis de cette génération de Léopold Sédar Senghor où on nous a toujours beaucoup parlé d'universalité, que ce monde est universel, que ce monde est de partage. Je suis une femme optimiste en me disant ça ne va pas, mais ça ira. Mais pour que ça aille, il faut que les gens se lèvent, il faut que les hommes et les femmes se lèvent, il faut qu'au-delà de la géographie dans laquelle nous vivons, au-delà de la couleur de notre peau, que nous levons pour lutter contre les inégalités, nous levons pour que dire, ça ne va pas. Et c'est moi ce que j'ai un peu entreaperçu lors de cette marche qui était multicolore et que, cette humanité-là s'est exprimée. Oui.
Et c'était il y a quelques jours à peine, hein, effectivement, à quelques Dimanche. pas, finalement, ici du quartier Matongué. Merci infiniment à Wassenessar. Hein, je rappelle ce café littéraire hein, qui est organisé par la structure, la SBL Linger. Donc, si on veut un peu plus d'informations, on va sur le Facebook de Linger. Il est toujours très, très, très alimenté par des textes, des fragments de textes, mais aussi une série d'annonces quand il y a des rencontres qui sont organisées. Pour le moins. Merci infiniment à Wassenessar. Merci beaucoup, Une belle soirée à vous. On va retrouver tout de suite Charlotte Maréchal en vadrouille du côté d'Ixelles, mais enfin qui est restée à l'intérieur encore pour le moment. Effectivement. Alors, je vais ressortir parce que je vais me rapprocher de l'Athénée Charles Janssens, qui est une école secondaire, générale, pratique, technique, qui représente assez bien la multiculturalité d'Ixelles. Alors, on va faire en sorte qu'on sorte, en toute... Charles est descendu, c'est bon. On va rejoindre Sarah Gilbert. Alors, Sarah Gilbert, elle est professeure de français, professeure titulaire en 6e secondaire. Et alors, c'est un peu particulier pour les 6e secondaires parce que ils ont été presque obligés de reprendre les cours, ou en tout cas, ils ont repris l'école. Alors, bonjour Sarah, comment ça s'est passé, cette reprise? On ne va pas appeler ça une rentrée, quoique, cette rentrée? Quoique, effectivement, on pourrait presque parler de rentrée, puisque c'était un petit peu particulier, on ne les avait pas vus depuis 2 mois. Certains élèves étaient un peu dubitatifs, d'autres avaient hâte de rentrer. J'étais un petit peu dans la même situation au départ. On se demandait un petit peu comment ça allait se passer au niveau des conditions sanitaires, très réglementées, le port du masque aussi en classe. Et au final, en fait, ça a été très agréable de pouvoir reprendre les cours, très agréable de pouvoir les revoir, et je pense que pour eux aussi ça a été un soulagement. D'ailleurs, on a plus de 80% de présence dans nos classes au niveau des rétos, donc c'est bien la preuve que depuis le 18 mai jusqu'à maintenant, c'est bien la preuve que ça leur a fait plaisir, et ça se passe bien, même si effectivement les conditions sont un peu particulières. C'est assez étrange de rentrer dans une école avec un fléchage au sol, les masques, etc. Mais une fois en classe, on retrouve la chaleur du contact, ce qu'on n'a pas du tout en virtuel, de pouvoir poser des questions, de pouvoir débattre, de pouvoir avancer, se revoir, et ça fait au final très plaisir. Alors, si on s'est mis ici, c'est parce que l'école Charles Janssens, elle est juste ici, tout droit. Elle est vraiment, vraiment pas loin. On ne pouvait pas vous rejoindre jusque-là, sinon il aurait fallu faire un petit marathon avec Charles, ça n'aurait pas été possible. Mais comment ça s'est passé le confinement? Parce qu'il faut savoir que les élèves n'ont pas juste arrêté l'école. Alors, il y avait un suivi. Vous avez donc suivi à distance en vidéoconférence, ce qui est complètement inédit. Alors, comment ça s'est passé, cette espèce de changement avec un écran? Maintenant, il n'y a plus un tableau, c'est un écran. Effectivement, alors c'était un peu particulier, surtout que de base dans notre école, tous les élèves n'avaient pas forcément accès aux outils pour pouvoir travailler dans des bonnes conditions, donc c'était un petit peu difficile, puis on ne s'attendait pas forcément, donc il a fallu mettre tout ça en place. On a très vite mis en place une plateforme où chaque professeur pour sa classe disposait des cours, chaque titulaire gardait le contact avec les élèves. Effectivement, j'ai donné des cours en ligne, etc. Alors c'est particulier, il faut trouver le rythme, il faut trouver l'habitude, pour nous, mais surtout pour les élèves aussi. Ils n'ont pas toujours l'habitude d'envoyer des mails, de devoir se débrouiller tout seul, même si on était disponible tous les jours pour répondre à leurs questions, etc. Mais là où je suis très contente quand même, c'est qu'ils ont été très réguliers. En tout cas, je parle de mes élèves. Bien sûr, tous n'ont pas toujours eu toutes les possibilités de pouvoir tout rendre, mais ils étaient finalement avides d'école. Et d'ailleurs, j'ai encore donné cours en ligne il y a 3 jours. Et une élève me disait, je ne pensais pas le dire un jour, mais qu'est-ce que l'école me manque, qu'est-ce que j'aimerais, qu'est-ce que les cours m'avaient manqué. Donc voilà, on fait comme on peut, mais je pense quand même que le virtuel ne peut pas remplacer le présentiel. Alors, prof de français, mais surtout de réto, c'est important de le dire parce que vous allez bientôt devoir dire au revoir à cette promotion 2020. Il termine un peu sur une note tout à fait inédite. Comment est-ce que eux se sont sentis dans cette... on leur a presque pris leur dernière année, et on sait tous, on l'a tous bien vécu, les derniers mois de la dernière année en humanité, c'est presque le plus précieux. Alors, comment est-ce que vous les avez sentis? Peut-être comment est-ce qu'ils se sont exprimés par rapport à ça? La première chose en fait qu'ils ont apprise, c'était l'annulation des voyages scolaires et j'en organisais justement un. On devait partir en Écosse normalement, c'était évidemment normal de les annuler, mais c'est la première chose qu'ils ont entendue, et c'est 3 jours plus tard que les écoles ont été officiellement fermées, en tout cas fermées pour les cours, etc. Non pas pour les garderies et compagnie. Et ça a été très dur. Il y a des élèves qui ont été très tristes par rapport à ça, même s'ils comprenaient tout à fait les raisons. C'est vrai qu'ils m'en ont même encore parlé en classe hier en me disant, mais est-ce qu'on pourrait pas quand même organiser un bal de réto, mais après l'année prochaine, parce qu'on a envie de se revoir, on a envie de dire au revoir à nos camarades, mais à nos profs aussi, on a envie de pouvoir les revoir une dernière fois. Donc je crois qu'ils ont été un peu tristes, mais très sérieux et très matures par rapport à la situation. Et au final, je pense aussi que pour ça, le fait de revenir à l'école, ça comptait pour eux de pouvoir se voir entre eux, voir leurs professeurs, revoir l'école, et justement de pas se laisser sur une note de, on n'a pas
envie de les abandonner, de les laisser partir comme ça, de pouvoir leur transmettre en fait quelque chose, une part de nous. C'était d'ailleurs une des suggestions de notre direction, c'est quitte à les voir même pour quelques heures, transmettez-leur une part de vous, laissez-leur ce que vous avez envie de leur laisser. C'était vraiment important et donc ils l'ont pris avec maturité. Ça a été difficile au début, mais je pense qu'ils comprennent très bien les raisons pour lesquelles ces choix ont été posés, ce qui ne les empêche pas de quand même vouloir tous se revoir et de déjà programmer plein de choses pour l'année prochaine. C'est vrai que c'était dans mes questions aussi, c'était de se dire, tiens, bon là ils ont repris l'école pendant 3 semaines. Est-ce que ça en valait la peine maintenant qu'on est un petit peu au milieu, presque à la fin, plus vraiment au début? Ça valait la peine et puis surtout pourquoi? Qu'est-ce que vous ressentez avec ces 3 semaines qu'on vous a données? Tout à fait. Alors j'ai quand même précisé un petit peu plus que 3 semaines parce que j'ai repris le 18 mai et donc on est jusqu'au 22 juin en cours. Cela dit, ça ne change pas grand-chose. Alors j'étais aussi assez dubitative. Je me demandais un petit peu à quoi bon toute cette organisation, ce travail, etc. pour finalement, moi je me disais il va y avoir une ambiance un peu carcérale, statique sur leur chaise. Et au final, et donc je faisais partie de ce scepticisme. Et en fait, je pense que ça leur apporte malgré tout beaucoup. Ça leur a permis de se revoir, de pouvoir échanger. On a pu discuter en classe, donnant cours de français, on a pu discuter de l'actualité, de la situation actuelle. On a pu échanger sur leurs ressentis, tout ça en parallèle avec le cours, notamment en cours de littérature contemporaine. Et c'était, je pense, précieux et je pense que c'était nécessaire pour eux, en fait, de retourner, de se rassembler, de retrouver les chemins de l'école aussi. Parce que se dire qu'ils vont quitter les secondaires sans être retournés à l'école pour après qu'ils travaillent mais qu'ils fassent des études supérieures sans avoir plus l'habitude de l'école, je pense que ça aurait été difficile. Et au final, ils sont toujours tous présents à l'école. J'ai même plus d'élèves, j'en avais certaines qui n'étaient pas là au départ et qui sont venues à l'école sur mot d'ordre des autres. Donc je pense que pour moi, c'est la preuve que c'était nécessaire. On leur a dit que c'était plutôt sympa et donc ils sont revenus par après. Peut-être. Au niveau de l'apprentissage, alors on sait qu'on n'apprend pas de nouvelles matières. Là, comme ça, on ne peut pas leur donner des nouvelles clés pour l'université. Mais alors, comment ça se passe justement? Vous parlez d'aborder l'actualité. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Il y a peut-être matière à ça, en effet. Mais justement, comment est-ce qu'on arrive à se dire, tiens, ça c'était dans mon programme, je dois lâcher un peu le programme. Comment vous avez réussi à faire ça? Effectivement, à partir du moment où on a 3 ou 4 semaines, se tenir au programme qu'on avait sur 3 mois, c'était pas possible. Cela dit, là je vais parler personnellement, j'ai essayé de lier une des parties qui était du programme, à savoir la littérature du XXe siècle, avec l'actualité. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'étudier la dystopie, et notamment le roman 1984, qui était effectivement un très bon prétexte pour pouvoir aborder certaines questions, certains sujets, certaines réflexions qu'ils pouvaient avoir. Et donc, certes, si on ne peut pas faire vraiment de nouvelles matières, mais le roman, je leur avais donné avant. Donc, on analyse un roman, je leur montre des capsules vidéo, des extraits de l'actualité. Je leur demande surtout leur avis. En fait, c'est surtout ça qui compte, c'est entendre ce qu'ils ont à dire et puis apprendre d'eux aussi, parce qu'ils ont plein de choses. Ils sont revenus sincèrement matures, intéressés de ce confinement. Je ne dis pas qu'il n'était pas avant, mais limite même encore plus. J'étais très agréablement surprise de leur évolution positive et surtout de leur questionnement et de leur esprit critique. Vous parliez de ce message que la direction vous a transmis. Transmettez-leur ce que vous avez envie de leur transmettre. Donc vraiment, voilà, si vous avez un message à faire passer, justement, ça serait quoi, vous, votre message que vous aviez envie de faire passer à vos élèves? Alors le message que j'ai envie de faire passer à mes élèves, c'est l'importance de la valeur qu'est la liberté. Dans le respect des conditions évidemment, mais l'importance de l'esprit critique, de rester ouvert sur le monde, alerte, ouvert d'esprit. Surtout, on est une école multiculturelle, on accueille général, technique, professionnel, des élèves de tout milieu socio-économique. Ils sont baignés dans la mixité, je pense que c'est ça qui est important, c'est ça qui est beau à Bruxelles et dans notre société, et c'est ça que j'ai envie de leur laisser, que j'ai envie de leur dire. C'est vrai que l'école, elle est en plein milieu du quartier Matongué, elle est vraiment à quelques mètres de nous. Et vous avez récupéré un petit peu de cette vie. Alors vous avez récupéré vos élèves. On ne peut pas vraiment sortir de l'enceinte de l'école. Les récréations, c'est pas vraiment la même chose. Est-ce qu'on a quand même un petit sentiment de quartier, d'ambiance quand on est revenu? Oui, on a quand même un sentiment de quartier. C'est vrai que travaillant à Ixelles depuis 10 ans, c'était aussi gai, justement, à partir de cette semaine, de retrouver certains commerces, de pouvoir échanger, de pouvoir juste s'asseoir dehors devant l'école et échanger. Ça redonne un peu de la vie. C'est vrai que je suis passée dans le quartier quand tout était encore fermé, c'était un peu triste. Et là, je sens quand même que la vie reprend. Alors, c'est pas encore tout à fait pareil qu'avant. Ce ne sera jamais pareil qu'avant, pour certaines raisons. Mais on sent donc une certaine vie de quartier reprend. Et le fait de revoir les jeunes, de revoir les élèves, de les revoir rire ensemble, de les revoir sur les chemins de l'école, je pense que... Et occuper le quartier, vivre dans le quartier, parce qu'on a plein d'élèves qui viennent du quartier, oui, on sent qu'il y a quand même la vie qui reprend. Puisqu'on parlait de l'actualité avec l'invité juste avant, et puis que vous avez parlé d'actualité avec vos élèves, une petite dernière question. C'est vrai que ce week-end, il y a eu pas mal d'événements qui sont passés, notamment dans ce quartier-ci, qui ont certainement touché les élèves, qui ont touché l'entièreté de la population mondiale, je pense. Alors ça aussi, ça a été abordé dans le sens où on est dans ce quartier et c'est ici que ça s'est passé. Alors ça s'est abordé d'abord de manière générale, en fait, par rapport à l'objectif de la manifestation et au fait que la plupart de mes élèves, d'ailleurs, partageaient
les revendications Black Lives Matter et les revendications pour la justice et contre les violences policières. Donc on l'a abordé sans tabou d'abord à ce niveau-là, mais aussi au niveau du quartier. Mais ils n'ont pas éprouvé, en fait ce n'est pas venu, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas éprouvé la moindre crainte ou la moindre inquiétude. La seule chose qu'ils ont dit, c'est qu'ils étaient peut-être tristes de ce qui avait pu se passer parce que ça effaçait le message principal de la manifestation. Et voilà, je trouve qu'ils avaient une réflexion très intéressante par rapport à ça. Et d'eux-mêmes, ils ne se sont pas posé la question de est-ce que du coup on a peur de venir dans le quartier. Absolument pas. Au contraire, je pense qu'ils se sentent concernés d'autant plus que c'est dans un quartier dans lequel ils vivent ou dans lequel ils vont à l'école. Et voilà, je les sentais très réfléchis par rapport à la question et très nuancés aussi par rapport à la question. Merci beaucoup Sarah Gilbert d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes toujours d'ailleurs professeur à l'Athénée Charles Janssens qui se trouve juste derrière nous. Merci d'avoir transmis aussi ce que vos élèves ont ressenti. Alors c'est le moment de faire un point jeu parce que vous le savez, dans cette émission, on vous fait remporter des cadeaux. Alors vous pouvez remporter 4 entrées pour le parc Mini Europe, mais ce n'est pas tout. On a parlé apéro tout à l'heure ici avec le caviste du quartier. Eh bien ça tombe bien, vous allez pouvoir remporter un tote bag rempli d'apéro, tout ça offert par Vroomekes. Alors il y aura des dips, des chips et surtout des boissons. Et alors le mieux c'est que c'est livré à domicile. Pour ça, il va falloir identifier l'un des sons du mix des sons de Bruxelles. 8 sons qui sont cachés, un peu mélangés tous ensemble. On va l'écouter et puis tendez l'oreille parce qu'il y en a qui sont vraiment pas faciles. Le mix des sons de Bruxelles. Bruxelles revit. Alors si vous avez reconnu l'un des sons, eh bien n'hésitez pas à nous envoyer votre réponse ainsi que vos coordonnées à l'adresse le mix des sons au pluriel @bx1.be. Et alors si vous êtes très doué, que vous avez trouvé les 8 sons cachés dans ce mix. Moi, je dois avouer que c'est assez compliqué. Si vous avez les 8, eh bien, n'hésitez vraiment pas à nous envoyer un mail puisqu'il y a un panier garni pour le grand gagnant. Et là, vous avez des nuitées d'hôtel, des tickets restaurants et je vous jure qu'on vous fera revivre Bruxelles. Pour ça, il faut identifier l'ensemble des 8 sons. Je vais retourner à l'horloge du Sud pour vous rejoindre, Soraya. On se retrouve juste après une petite pause. BX1+. BX1+. Plongez dans une atmosphère hors du temps chez Majoli. Une carte variée, une cuisine maison faite avec amour, des produits locaux de saison, un bar à mixologie pour vous surprendre. Restaurant Majoli, une ambiance chaleureuse garantie. Majoli, chaussée de Charleroi à 1060 Saint-Gilles. Avec ses 2 boutiques au Châtelain, Opono vous invite dans un environnement végétal où la déco côtoie des objets ludiques, design et fashion. Concept store familial, Opono sélectionne pour vous des produits issus des plus belles marques européennes ou internationales. Retrouvez-nous rue Simonis 55 et rue du Bailly 48 à Ixelles ou en ligne sur opono-shop. La boucherie Cortose, c'est une histoire de famille. Nouvel aménagement pour encore mieux vous satisfaire. C'est le temps des barbecues. Venez découvrir notre sélection de viande pour vous garantir un barbecue 100% réussi. À côté de la place du Miroir, la boucherie Cortose, toujours mieux vous servir. Sur BX1+, Bruxelles revit avec Soraya Amrani et Charlotte Maréchal. Avec des câbles. 19h42, vous êtes toujours à l'écoute de Bruxelles Revit sur BX1+. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook. Alors ce soir, nous sommes en direct depuis la commune d'Ixelles, plus précisément depuis l'Horloge du Sud, qui nous accueille, nous ainsi que nos invités, notamment Pauline Bombart. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Alors Pauline, vous êtes animatrice à l'association Comme un lundi. On va revenir tout de suite sur l'objet de cette association. À vos côtés, quelqu'un que vous connaissez bien, Arnaud Nutin, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes éducateur à SOS Jeunes. Je disais, vous vous connaissez bien tous les deux parce que vous travaillez ensemble sur un projet. Vous pouvez nous en parler, nous en dire un peu plus ? Oui, donc ce projet c'est Parlons Jeunes, Parlons Déconfinement. Et c'est un projet de récolte de la parole des jeunes dans tout Bruxelles sur le confinement et le déconfinement. Et puis notre volonté, c'est donc de récolter leur parole, mais aussi de la faire entendre
aux adultes, aux autorités, et de s'assurer d'une certaine diversité de ces paroles. Donc, dans tout Bruxelles, dans les communes différentes, des jeunes ou des enfants qui vivent dans des milieux socio-économiques différents, qui vivent des réalités, pour qui le confinement et le déconfinement ont des impacts très différents en fonction qu'ils vivent en famille, ou qui vivent dans une institution, ou parfois, s'ils sont plus âgés, qui vivent déjà en autonomie. Et c'est dans ce cadre-là, du coup, qu'on avait contacté SOS Jeunes, qui travaille ici à Ixelles et qui travaille avec des jeunes en proximité. Et donc, certains jeunes de SOS Jeunes ont participé au projet. Arnaud Nutin, comment ça se passe? Est-ce qu'ils se livrent facilement quand on vient? Parce que vous travaillez de la vidéo, vous travaillez de l'audio. Est-ce qu'ils se livrent facilement quand on leur pose des questions? Pas facilement. Non, c'est vrai que c'est un travail au corps qui doit se faire avant tout dans une relation de confiance. Donc on travaille... en tout cas ici, en l'occurrence, il y avait certains jeunes qui étaient déjà envieux de parler devant soit la caméra ou au micro, et d'autres sont plus réticents, mais une fois qu'on les met en confiance et qu'on leur explique le projet, ils se sentent valorisés plutôt. Donc oui, ça aide forcément. Ouais. Alors, quels sont les retours? Évidemment, c'est difficile de parler d'une seule jeunesse, d'un seul état d'esprit. Mais qu'est-ce qui vous a marqué dans les rencontres que vous avez pu faire jusqu'ici, Pauline Bombard? Ouais. Alors, je ne parle pas ici que des jeunes des SOS Jeunes, ça Arnaud pourra peut-être plus en parler, mais on a en effet récolté tellement de témoignages différents. C'est vraiment très différent en fonction, comme je le disais avant, du milieu, puis aussi de l'état d'esprit. Je veux dire, des jeunes qui sont déjà anxieux à la base vont l'être tout autant. Donc, ce déconfinement ne calme pas les angoisses? Non, de ce que moi j'ai constaté, ils sont très heureux du déconfinement dans le sens où ils ont vraiment été en manque de contact. Ça, c'est vraiment la première chose qui ressort à chaque fois, que ce soit les grands-parents, la famille plus éloignée, mais aussi les amis, le contact physique, pouvoir voir des gens en vrai et pas seulement au téléphone ou derrière les écrans. Et puis, mais la peur est toujours là. Même dans certains quartiers, j'ai rencontré des jeunes qui ne sortaient en fait toujours pas, des jeunes qui ne sont même pas sortis, quasiment pas pendant le confinement. Et même maintenant que c'est le déconfinement, les associations travaillent aussi à les faire un peu sortir, prendre l'air, mais beaucoup de familles sont vraiment apeurées à l'idée que les enfants retournent à l'école. On voit d'ailleurs qu'il y a des familles qui préfèrent que les enfants ne retournent pas à l'école, et même pour retrouver les activités. Donc la peur est encore bien présente. Je vous vois opiner du chef, Arnaud Nutin. On est presque étonné d'entendre que finalement, malgré les réseaux sociaux, malgré le téléphone, et on sait à quel point ils en sont friands, c'était pas assez. Le contact humain, il manquait quand même, malgré tout. Ouais, clairement. Nous, on a pu en faire l'expérience d'ailleurs. Donc chez nous, SOS Jeunes, AMO, c'est-à-dire un centre qui est ancré dans une réalité de quartier. Et donc effectivement, les jeunes gravitaient autour de chez nous juste pour garder un lien social en fait. Donc en général, les jeunes venaient chez nous pour avoir une personne à qui parler ou pour avoir un contact humain parce que tout était fermé, parce qu'il fallait rester chez soi. Donc c'était compliqué. Et vous racontez quoi? On parle de tout et de rien. L'idée, en tout cas, c'est surtout de déconstruire les peurs, c'est d'essayer de rassurer, d'essayer juste d'écouter, en fait. Oui. Et surtout de rassurer aussi. Ouais. Alors, la situation est encore un petit peu floue s'agissant des jeunes, ne serait-ce que par rapport à la fréquentation de l'école. Il y a eu des allers-retours. Enfin, tout ne s'est pas fait de manière assez évidente. Ça aussi, c'est une source d'angoisse, la vie scolaire pour eux, pour ceux qui sont encore à l'école, à tout le moins. Oui, encore une fois, pour certains, la plupart nous ont dit, évidemment, quand ils ont appris qu'il y avait le confinement, il y avait beaucoup de questions par rapport au coronavirus, mais on était sûr qu'on n'allait plus à l'école et ça, c'était quand même chouette. Voilà. Après, quand ça a duré, c'était vachement moins chouette. Et donc, le fait de devoir vivre en famille 24 heures sur 24, ça, en fait, ça n'arrive pas souvent. Ça n'arrive pas. Les enfants, les jeunes se lèvent tôt le matin, chacun va de son côté à l'école, on revient le soir, et le week-end, chacun a ses activités. Donc, ça a vraiment été une expérience de vivre en famille. Et pour ceux pour qui c'était déjà difficile à la base les relations familiales, ça l'a été d'autant plus. Mais je crois que je m'écarte de la question. Non, pas du tout. Non, c'est votre réponse. C'était ma question, mais c'était votre réponse. Arnaud Nutin, comment est-ce que vous abordez ce déconfinement en tant qu'éducateur au sein des SOS Jeunes? J'imagine que tous vos plans ont été bousculés. Enfin, comment est-ce que vous envisagez, par exemple, les activités ici durant les vacances? C'est vrai que ça va compliquer un peu notre façon de s'organiser au quotidien. Après, je pense que
la bonne volonté des jeunes, la bonne volonté des travailleurs feront en sorte qu'à un moment donné, on prendra distance de toute cette angoisse qui est autour du déconfinement. Les choses se feront de par elles-mêmes, mais effectivement, je pense que ça ne se fera pas sans mal, sans un minimum d'angoisse. Et il va falloir s'organiser, il va falloir faire en sorte de pouvoir... Parce que nous, la particularité de chez nous, donc effectivement, on fait de l'accueil, mais on fait aussi de l'hébergement. Et donc, on travaille en première ligne de toutes ces familles démunies, de ces jeunes qui se retrouvent à la rue, etc. Donc, au niveau de l'organisation, ça va être compliqué, mine de rien. Voilà. On va terminer avec vous, Pauline Bombard. Je le disais, vous travaillez pour cette ASBL comme un lundi que vous avez fondée. C'était maintenant un peu plus de 10 ans. Les médias, la radio, la vidéo, c'est un moyen d'expression idéal pour arriver à libérer la parole des jeunes. Ben oui, je pense. Et ils sont souvent preneurs. La radio, ils connaissent moins que la vidéo, mais justement, c'est un bon outil parce qu'il n'y a pas l'image et qu'on peut se libérer plus facilement qu'avec la vidéo. Donc ça permet à chacun de trouver sa place et de pouvoir s'exprimer et se faire entendre. Voilà, ce sont des médias qui permettent de faire entendre la parole des jeunes. Nous sommes en radio précisément ce soir. Bon, c'est une radio filmée pour le coup, mais pour garder des traces, garder des souvenirs, des témoignages de cette période si particulière, cette sortie de déconfinement ici à Bruxelles. Merci à vous deux infiniment pour le travail que vous réalisez et merci infiniment d'être venus partager avec nous en fait toute cette expérience. On va poursuivre maintenant avec Charlotte. Vous le savez, en général, on conclut cette émission en musique, mais avant cela, Charlotte, une petite surprise pour vous. Une petite surprise évidemment parce que vous pouvez toujours tenter votre chance pour remporter les 4 entrées pour le parc Mini Europe, mais aussi pour le tote bag apéro qui est offert par Vroomekes. Alors des chips, des boissons, un apéro entre amis et surtout une livraison à domicile. C'est ce que vous allez pouvoir gagner. Alors pour le gagner, il va falloir reconnaître l'un des sons qui se cache dans le mix des sons de Bruxelles. Il faut être très attentif. Le mix des sons de Bruxelles. Bruxelles revit. Si vous avez reconnu l'un des sons mythiques de Bruxelles, on entend des cloches, mais d'où est-ce qu'elles viennent ? Eh bien, n'hésitez pas à envoyer vos réponses à l'adresse lemixdessons au pluriel @bx1.be. Votre réponse ou vos réponses, puisque n'oubliez pas le panier garni qui est à remporter si vous retrouvez les 8 sons qui se cachent dans ce mix. Alors, on aime bien terminer cette émission en musique, en live, puisqu'on peut. Ici, on est à l'Horloge du Sud. L'acoustique n'est peut-être pas celle d'un spectacle, mais je peux vous assurer que ça va sonner très très bien, puisque on va accueillir notre dernière invitée de l'émission qui touche à sa fin, Elisabetta Spada. Bonjour Elisabetta. Bonjour Charlotte. On vous connaît peut-être sous un autre nom, qui était votre nom de scène, Kiss and Drive, un projet musical que vous avez peut-être dévié vers quelque chose d'un peu plus personnel, Beta, tout simplement. Beta, c'est vous. Alors, c'est de la pop folk. On reste sur le même concept de musique. Oui, ça devient un peu plus profond. Disons que ça vire légèrement vers quelques chansons plus rock, plus intimes, un peu plus émouvantes. Alors si on vous invite dans l'émission d'aujourd'hui, c'est parce que vous n'habitez pas très loin, ici à Ixelles, et vous avez fait profiter vos voisins de concerts. On connaît les rendez-vous à 20h, c'était d'abord pour les aides-soignants, ça l'est toujours d'ailleurs, mais pour les remercier, vous avez décidé de jouer depuis votre toit. Alors il faut savoir que sur votre toit, pour avoir vu la vidéo, sur votre toit, vous aviez vraiment une assemblée de maisons, de fenêtres, et vous avez pu jouer pour tout le monde. Et alors on ne s'est pas limité aux 20 minutes d'applaudissements, non, là vous avez offert de véritables concert. Oui, c'est vrai. En fait, hier, j'ai remarqué que ma terrasse, c'est comme un catwalk sur une grande scène. Donc, elle sort de toutes les maisons. Et donc, j'avais trop envie de faire ça. J'ai espéré que les voisins apprécient, parce qu'imaginez que quelqu'un fait une musique et que vous n'aimez pas du tout, et vous devez quand même une fois par semaine écouter le concert. Donc, j'ai fait ça 3-4 fois. Et après, je suis passée à le faire dans la rue d'à côté, où il y avait un voisin qui mettait la musique à 20h.
et qui descendait des câbles de son balcon pour que quelqu'un puisse jouer dans la rue à distance de sécurité. C'était très chouette, ça aussi. Ça veut dire que vous avez rencontré des voisins, parce que bon, c'est vrai que parfois on vit la maison en face et on les voit circuler dans leur maison. C'est pas pour ça qu'on les a rencontrés. Est-ce que ça a créé des connexions à travers la musique, à travers cette solidarité qui est née? Un tout petit peu, oui. Maintenant, on fait coucou à plusieurs de mes voisines. Avec certaines, on a fait amitié sur Facebook. Et voilà, les voisins du côté nord, ils m'ont dit de venir jouer dans leur rue. Donc la rue derrière chez moi, rue Lannoy, où il y avait ce garçon Pierre qui faisait le DJ. Donc on a uni les forces pour 2 autres concerts comme ça. Alors on sait que pour les artistes, c'était pas facile cette période, que ce soit au niveau des spectacles annulés, qui ne reprennent d'ailleurs toujours pas pour l'instant, mais aussi au niveau de la créativité. On a déjà reçu certains artistes dans cette émission qui disaient, en fait, le plus dur, c'est parfois le néant. Alors comment vous l'avez vécu, vous, en tant qu'artiste, ce confinement? Alors est-ce qu'on a plus de temps pour jouer? Est-ce qu'on s'y consacre un peu moins? Au début, c'était très bizarre, l'atmosphère. Mais moi, j'ai tout de suite senti une douceur dans le fait que tous les autres étaient chez eux comme moi. Moi, je passe tout le temps déjà chez moi. Comme je suis artiste, je ne dois pas aller travailler surtout la journée. Et tous les autres étaient aussi chez eux. Donc, il y avait une douceur dans l'air, comme ça. Peut-être pour certaines gens, pas du tout. Mais moi, j'étais contente. Et petit à petit, j'ai trouvé des nouveaux espaces. Je n'ai pas vraiment écrit. Mais je me suis mise à apprendre à jouer le piano, chose que je ne savais pas faire. J'avais un piano chez moi, mais je ne savais pas. Et maintenant, j'ai fait des échelles. Je ne sais pas encore jouer le piano, mais voilà, j'en fais tous les jours. Donc, c'est déjà une grande occasion pour moi. Ça m'a plu, cette période, en fait. Une période peut-être où on se retrouve un peu plus. Ça colle assez bien avec votre changement de projet. On se reconcentre sur soi-même. On redevient bêta. Et ça a peut-être été un peu de ça aussi? Oui, c'est vrai. Il y avait un truc comme ça, comme un petit lit, pas une limace, un escargot qui retourne dans sa petite maison et pour sortir un peu quand ça sera le moment. Ça, c'est le grand point d'interrogation, c'est quand sortir de sa petite maison en fonction de quand le concert va recommencer et la vie culturelle aussi. Alors c'est vrai que la vie culturelle n'a peut-être pas recommencé, mais en tout cas ici, sous ces conditions-là, on peut vous offrir un micro-concert et on va vous écouter, Elisabetta, au nom de Bêta d'artistes. Je vais m'écarter, je vous laisse évidemment avec le micro et on va vous écouter. Merci. Bags and ziplocs, Forwards white, carry on. Folded t-shirts, socks and knickers. Suitcase packed. I shut the door, I go down the stairs. I have my ways. I have my ways. Back and forth, back and forth, back and forth. Wherever they take me, take me. A dog with the tails, as long as it's a motion. As long as it's a motion to the mountains, to the ocean. Home again. The best part of my travels, wherever the weather. The best part of my travels, home again. It's what I'm looking for. Checking in a flash, glance at the room and I'm out. I can wait to go for a good hike, to get the picture. I look at the view, look at the view, look at the view from above. Home again. By car, train, bicycle, bicycle, wherever the weather. By bicycle, home again. It's what I'm looking for. The sec I hit the road, I cherish every step I take without having been told. It's tough not to make a stop, not to call it off. I have my ways, I have my ways, back and forth, back and forth, back and forth. Wherever they take me to the place I love the most, where you will keep me close. I
knock at the door, would you let me in? I'm back. I'm back. I'm home again. The best part of my travels, whatever the weather. The best part of my travels, home again. It's what I'm looking for. Ho, 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 home. It's you I'm looking for. Ho, 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 home. It's you I'm looking at. Ho, 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 home. It's you I'm looking at. Merci beaucoup Beta d'avoir été avec nous. Alors Home Again, on espère quand même pas si soon, hein. On espère quand même rester vous voir sur scène. Merci d'avoir été avec nous dans cette émission. Je me rapproche de Soraya. Merci à vous de nous avoir suivis tout au long de cette émission. Merci évidemment à toute l'équipe qui a permis cette émission de fonctionner. Merci à Charles qui est juste derrière nous, Charles Carpro, sans qui il n'y aurait pas de vidéo. Merci à David, merci à Desnec, merci à Raphaël Selekarts, merci à Sébastien Van Mulders et merci à Jean-Jacques Deleu, et puis merci à vous Soraya. Merci à vous. On va Charlotte Maréchal, on va allumer le micro, c'est mieux. Et on se retrouve vendredi, vous connaissez maintenant le rendez-vous, mercredi et vendredi en direct sur BX1+. Vous pouvez nous retrouver aussi sur la page Facebook. Et vendredi, changement de lieu, puisque cette fois-ci, on sera dans le nord de la ville, du côté de Schaerbeek, dans un endroit charmant à souhait. Un lieu partagé, un jardin partagé entre la Maison des Arts, une maison classée à Schaerbeek, et les Halles. Les Halles, on les connaît bien. C'est là qu'on rencontrera, comme ce soir, des acteurs de quartier, des gens qui nous raconteront comment est-ce qu'ils sortent